à ce numéro. Notre invité, vous le connaissez peut-être, il est professeur des universités, directeur exécutif de l'IDGPA, professeur Mbata Mangou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de l'invitation et meilleurs vœux. Vous êtes député, merci. Vous êtes député élu sous les labels de la famille politique de Félix Tshisekedi, actuel chef de l'État. Le parti politique. Et donc, vous êtes de l'UDPS. D'entrée de jeu, à quoi ressemble l'an 1 de Félix Tshisekedi? Bon, l'an 1 de Félix Tshisekedi, c'est un peu la continuité de la lutte. Parce que le président de la République a été élu, comme vous le savez, au suffrage universel et avec... Et pourtant, nous estimons qu'il a déjà le pouvoir. Il a le pouvoir. On a lutté pour avoir le pouvoir. J'étais en train de dire cela, pourquoi? Parce que le président a été élu avec une majorité du FCC. Et le président a dû, pendant 7 mois, il a fallu batailler pour mettre en place un gouvernement. Finalement, le gouvernement a été mis sur pied. Et malgré cela, le président de la République a pu réaliser plusieurs actions dans l'intérêt du peuple d'abord, comme il s'était fixé dans son agenda durant la campagne. Là, vous faites référence au programme de 100 jours. Je ne fais pas référence aux 100 jours. Je fais référence à plusieurs choses. Notamment, vous avez l'éducation gratuite au niveau de l'enseignement primaire. Ça, c'était consigné dans la Constitution qui était déjà promulguée par le président de la République, l'ancien président de la République, le 18 février 2006. Mais on n'avait jamais mis en application. Il a fallu attendre l'arrivée du président Félix Tshisekedi pour qu'on pense que réellement notre peuple avait décidé que l'enseignement soit gratuit au niveau de l'enseignement primaire. Et ça, ce ne sont pas les 100 jours. Et vous le savez également, le président de la République a fait adopter un budget de 10 milliards de dollars. Presque 11 milliards de dollars. Et vous savez que pendant tout le temps de la Kabylie, près de 18 ans, il n'était jamais arrivé à un tel bilan. Et à un tel budget. Pourquoi? Parce que le régime était basé sur... C'était un système de corruption permanente. C'était un système de blanchiment d'argent. C'était un système de mauvaise gouvernance, même si aujourd'hui, il prétend de donner des leçons. Donc ça aussi, ce n'était pas ça les 100 jours. Et tout à fait dernièrement, vous savez, sur le plan sécuritaire, le président de la République, nos forces armées, ayant comme commandant suprême quelqu'un qui n'est pas militaire, c'est Félix Tshisekedi, nos forces armées ont délogé les rebelles de l'AFDF de leur capitale de Médina. Ce n'était jamais arrivé pendant les 8 ans. Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'est-ce que j'insinue? J'insinue que nous sommes arrivés... était militaire. Je suis en train de dire que le commandant suprême exerce là, il réalise des choses que l'autre n'a pas réalisées pendant 18 ans. Et tout le monde le sait. Et ça, ce n'est pas non plus les 100 jours. Donc, il y a plusieurs actions qui ont été entreprises. C'est un problème, le chef de l'État avait promis de nous offrir un cadeau de Noël. Je n'ai pas fini. Sur le plan extérieur, le président de la République, effectivement, il a beaucoup voyagé. Et aujourd'hui, le Congo est debout. Le Congo est présent dans les instances internationales parce que vous avez un président qui peut parler et qui a les compétences pour parler. Vous avez un président qui ne fuit pas les rencontres diplomatiques, mais qui sait se déplacer parce qu'il a un message à transmettre. Et aujourd'hui, que ce soit en Afrique, et en Amérique ou ailleurs, nous avons un président et tout le monde sait que la RDC est de retour. Ça, c'est au plan des affaires des relations extérieures. Mais au plan intérieur, cher ami. Mais vous aviez l'ANR qui vous tourmentait jour et nuit. Et l'ANR dirigé par les mêmes. Vous pouvez être en prison aujourd'hui. Il y avait des prisonniers politiques. Allez, aujourd'hui, vous pouvez critiquer Félix Tshisekedi comme vous voulez. Il n'y a personne, il n'y a pas de prisonniers politiques. Et ça aussi, ce sont les réalisations de Félix Tshisekedi qu'on n'a pas pu trouver sous l'ancien régime. Donc, il a réalisé dans une année ce que d'autres n'ont pas réalisé dans 15 ans. Alors, ça c'est le bilan au niveau du chef de l'État, Oui. puisque on a connu l'alternance, il faut le dire, au sommet de l'État. Il y a un Joseph Kabila qui était de l'ancien régime, et Félix Tshisekedi qui est de l'opposition. Mais au niveau du gouvernement, il y a eu escalade verbale, vous en êtes témoin. Quel bilan vous établissez pour ce gouvernement et Ilunkamba? Mais le gouvernement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, je sais que le gouvernement est dirigé par le Vous êtes observateur averti, hein? Écoutez, oui, le gouvernement est dirigé par le FCC. Représentant du peuple. La majorité des membres est du FCC. Je peux vous parler du bilan du président de la République. Mais c'est le gouvernement lui-même qui est dirigé par le FCC. Vous savez, nous avons affaire aux artisans de l'inanition de la nation. Ils ne peuvent donner que ce qu'ils pouvaient donner.
Je comprends Et l'impression alors, donc, ils que sont en train de se battre, Oui. et il appartient au gouvernement lui-même de donner son bilan. Je ne suis pas chef du gouvernement, le gouvernement est chef, c'est le Premier ministre Seydou Nkamba. J'ai comme l'impression que vous, membres de la famille politique du chef de l'État, vous poussez un peu à l'extrémisme, hein, et pourtant le chef de l'État est modéré avec votre partenaire. Non, nous ne FCCH. sommes pas en train de pousser à l'extrémisme. Vous savez, quand vous êtes alliés, le président lui-même l'a dit. Il y a des gens qui ont été nommés ministres pour bloquer le président de la République. J'étais sur votre... Là, faites allusion au discours du chef de l'État à Londres. Non, je ne dis pas, j'étais sur les plateaux de la RTNC et de plusieurs télévisions pour vous dire par exemple que les ordonnances portant nomination des mandataires étaient constitutionnelles. Et si vous avez un ministre qui jusqu'aujourd'hui s'est entêté, vous allez dire que c'est lune de miel? Et qui bloque là-bas? Est-ce que c'est la famille du chef de l'État qui bloque? Est-ce que c'est l'UDPS qui bloque? Mais vous avez un ministre qui bloque et qui croit bloquer plutôt le président de la République alors que c'est lui le chef de l'État. Donc il y a plusieurs actions de ce genre. Vous avez par exemple au niveau des affaires étrangères, un ministre FCC de la francophonie qui croit qu'il peut prendre les compétences de la ministre des Affaires étrangères qui est de l'UDPS. Ce n'est pas possible. Donc c'est un gouvernement de blocage. Vous avez à l'intérieur, vous avez le vice-premier ministre, nous avons le vice-premier ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a en fait l'autorité qui doit être avec le gouverneur de province, mais on crée une commission, on la donne à un ministre du FCC qui est de la justice et qui n'a rien à voir avec le gouverneur de province. Et ça sont des coups bas. Qui est en train de bloquer qui? Et tout le monde sait d'où viennent les coups de bas. Donc ils sont là pour empêcher, au lieu de travailler comme des ministres de la République, eh bien, certains ministres continuent à travailler comme des militants des partis politiques, alors que, d'après l'article 97 de la Constitution, quand vous êtes membre du gouvernement, vous ne pouvez plus exercer une quelconque responsabilité politique. Mais vous avez en face nos amis, d'entre eux sont des autorités morales des partis politiques. Certains sont des secrétaires généraux. À votre avis, c'est dans quelle intention? L'intention, on bloque dans quelle intention? On bloque tout simplement parce qu'on ne veut pas, on croit que la réussite de faire les lits au retour de Joseph Kabila. Oui, la réussite, ça va tomber, ça va avantager Félix Tshisekedi, dont ils veulent bloquer. On est comme sur un terrain de football. Au lieu d'avoir des joueurs qui vont marquer des buts, vous avez des numéros 6 et des numéros 7 juste pour empêcher les autres et pour faire de coq en jambe. Mais je crois, il ne faut pas dramatiser. Le message du chef de l'État était clair et il a été suivi. Si vous avez été nommé au gouvernement, c'est pour être un homme d'État, pour servir le peuple d'abord. Quand vous venez au gouvernement, ce n'est pas pour un parti politique. Quand vous venez au gouvernement, vous êtes dépouillé de toute responsabilité au nom du groupement politique et vous devez vous mettre au service du peuple d'abord, d'après les instructions d'ailleurs qui viennent du président Félix Tshisekedi. Justement, nous allons revenir sur le discours du chef de l'État à Londres. Nous avions suivi, c'est vrai, c'est passé sur les antennes et puis même ici à Congo Web. Ça a été diffusé. Alors, parlons d'abord de vous. Vous aviez passé vos vacances parlementaires dans vos bastions, au sein de votre circonscription électorale. Quel constat dégagez-vous? Puisque nous avons vu de photos, des images, tout ça, on a voulu vous faire parler vous-même. Bon, mais c'est clair. Vous avez touché du doigt. Hein? Vous savez, en dehors des auditoires, j'ai une base, comme en politique. Plusieurs personnes croient que les profs n'ont que des auditeurs comme là. Je suis descendu à la base. Je suis allé au Kasaï central, j'étais à Kananga, j'étais dans ma circonscription électorale de Dimbelengue, au Kasaï central, et vous savez, le territoire, c'est moi qui représente l'UDPS pour le territoire de Dimbelengue. Donc c'est moi qui représente le parti. J'avais été élu là-bas, et massivement d'ailleurs. Mais je suis allé, vous m'avez vu embourbé. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont. Sur toute l'étendue du territoire de Dimbe, et même s'il faut globaliser, c'est sur toute l'étendue du Kasaï central, et je suis député national. À qui revient cette responsabilité? Vous avez une année. Mais c'est l'héritage de la révolution de la modernité. C'est l'héritage. Voilà ce que le président Félix Tshisekedi a hérité du régime des artisans de l'inanition de la nation. Qu'est-ce que vous pouviez attendre des artisans de l'inanition? C'est de laisser la nation au bord de la mort. Au bord de l'inanition. Qu'entendez-vous par artisan de l'inanition? Bon, mais comment? Vous n'êtes pas nouveau dans le discours politique. Vous savez que c'est ces camps politiques qu'on nous avait écrit. Il y avait le fameux ouvrage entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, qui n'était pas, il ne faut pas s'en prendre à Évariste Bouchab. C'était en fait toute la philosophie d'un régime. Il ne faut pas trop s'en prendre à mon aîné. Il ne faisait que traduire la philosophie d'un régime, d'un système au service desquels il s'est trouvé. La philosophie de l'ancien régime, c'est quoi? C'est amener la nation à la mort. C'est ainsi que les routes ne peuvent pas exister pendant 18 ans. Il n'y a rien du tout. Rien.
toutes les routes ont été détruites. Et croire que Félix Tshisekedi va reconstruire en une année, mais il faut être soucié. C'est totalement détruit. Donc le pays est totalement... Il ne faut pas être... Il faut quitter vos plateaux climatisés de Kinshasa. Vous avez vu les photos de l'intérieur? Et pourquoi le chef d'État n'a pas pensé à la réparation directement dans le programme des 100 jours? Bon, il y a déjà des routes. On est en train de travailler à Chikapa, dans le Bas-Congo. On est en train de travailler. Mais du moins, on ne va pas le faire en un jour. Rome n'était pas construite en un jour. Donc, je ne parle pas que du Kasaï central. Je suis sûr que dans le Kivu, c'est la même chose. Dans le Katanga, c'est la même chose. Je suis sûr que dans l'ancienne province orientale, c'est la même chose. Dans le Bandundu, c'est la même chose. Dans l'Équateur. Mais il y a certaines régions que on ne sait pas, ce n'est pas facile d'aller d'une région à l'autre. Et au lieu de parler d'une certaine balkanisation dont on parle tant, mais de l'intérieur, voilà ce qui existe. Comment vous allez aller de Bongandanga à Zongo? Combien de routes? De là à Lissala? Combien de routes? Et vous êtes dans la Mongala? Combien de routes? Mais nous avons hérité d'un pays totalement détruit. Mais nous n'allons pas nous rester dans des jérémiades. On doit reconstruire ce pays. Ce pays a été détruit et terriblement détruit par des gens qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, qui ne pensaient qu'à s'enrichir eux-mêmes. Et l'affaire de 200 millions de la GECAMIN ne fait que conforter la mise. Mais attention, il n'y a pas que ça. Vous êtes déjà au pouvoir, vous devez savoir gérer maintenant le pouvoir et quelle est votre responsabilité dans tout ça? Nous partageons le pouvoir, c'est pourquoi le président de la République fait à tout moment rappeler aux amis du FCC que parce que nous sommes dans une coalition, il faut entrer dans une nouvelle logique. Mais vous savez, la conversion, ce n'est pas facile. Parce que votre base vous suit maintenant. Il ne suffit pas seulement de dénoncer. La base, c'est que je suis député national. Oui. Et la base, c'est que je dois transmettre. Quel est le rôle d'un député national? C'est visiter la base. Et vous savez où on y va comment? Vous n'avez pas les frais de l'Assemblée nationale ne m'a pas payé un billet pour ça. Et beaucoup de députés nationaux ne sont pas d'ailleurs allés en vacances. Ils sont ici à Kinshasa. Mais tu te dis que tu dois aller à la base. C'est arriver à la base, faire le constat et prendre les doléances dans le cadre d'un rapport parlementaire et les transmettre au gouvernement. Et le député se limite là. Les députés, c'est ce que je veux faire. Le député ne construit pas de routes comme on me le demandait. Je ne veux pas construire des routes que la Kabylie n'a pas construites. Les députés ne font pas des écoles. Les députés n'amènent pas des centres médicaux. Non. Donc c'est ça le rôle d'un député. Et comme je suis député national, je conçois parfaitement qu'il faudra étendre, ce n'est pas seulement Dimbelengue au Kasaï central, mais c'est sûrement la situation est la même sur l'ensemble du territoire national. Et il faudra parler au nom de tous ces cas, pour demander au gouvernement qu'on songe route. Parce que vous savez, le député national il ne représente pas seulement la circonscription où il a été élu, mais il représente la nation. Alors, professeur Mbata, une année de Félix Tshisekedi, c'est bientôt, le 24 janvier. Il se prépare une très grande activité, un rassemblement au niveau du stade de Martyrs. Selon vous, à quoi vous allez vouloir que cette fête ressemble? Non, il faut dire que l'événement qui a eu l'alternance, c'est un événement historique. Oui. Je l'ai dit la fois passée, c'est pour la première fois. Nous sommes au 3e millénaire. C'est pour la première fois depuis le début du 3e millénaire historique que vous avez une telle alternance en Afrique centrale et des Grands Lacs. C'est pour la première fois depuis le début du 21e siècle que vous avez ce qui est arrivé dans notre pays. Heureusement, Kabila vous a suivi. Il a une vie après le pouvoir. Oui, il a compris après, mais ce n'était pas facile. Cette alternance, nous la devons. Il a quand même droit à savourer cette alternance. Ce jour-là, il a le droit. Oui. Il a le droit. Mais d'abord, cette alternance, nous la devons au peuple congolais qui a lutté et qui a obligé Joseph Kabila à comprendre qu'il y a une vie après la présidence. C'est pas ça n'a pas été de bon cœur. Qu'il a obligé. Il a été obligé de comprendre, et il a compris, bien pour lui, qu'il y a une vie après la présidence. Et c'est à ce peuple-là, à ces morts-là, des anonymes, des personnes célèbres, vous avez les Rossi Mukendi, vous avez tant d'autres, les Etienne Tshisekedi, tous ces martyrs de la démocratie, ces gens qui se sont donnés corps et âme, il y a des gens qui ont donné leur vie et qui n'ont même pas vu le soleil de l'alternance. C'est à ces gens-là qu'on doit l'alternance. On ne doit pas l'alternance à un homme, mais c'est au peuple congolais tout entier. D'abord, le peuple l'a consigné dans la Constitution, au préambule et dans l'exposé des motifs,
que voilà les préoccupations majeures qui devaient présider au fonctionnement et à l'organisation des institutions. L'une des préoccupations majeures, c'était l'alternance démocratique. Le peuple lui-même l'avait voulu dans la Constitution. Le peuple l'a matérialisé en décembre 2018 en élisant massivement Félix Tshisekedi comme nouveau président de la République. Donc c'est à ce peuple-là qu'on doit se souvenir. Donc l'événement doit être célébré. Bon, Joseph Kabila, c'est notre sénateur à Villers. Mais attendez, mais on ne viendra pas quand même au stade pour parler des Rossi et des autres pendant que les partenaires sont aussi au stade là pour célébrer la bon, d'abord, qui a dit que c'est le stade? Ça va se faire partout, ça va se faire dans les églises. Et ça c'est vous qui me l'apprenez. Il y a des gens qui seront au stade, il y a des gens qui vont rendre grâce à Dieu. Vous savez, Félix Tshisekedi est le premier président depuis le début du siècle à entrer dans un stade et à consacrer la RDC entre les mains du Seigneur, parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Il l'a fait. Je crois que ce jour-là, il faudra rendre au Seigneur grâce à Dieu qui a permis cette alternance. Ce n'est pas énorme. Dans les églises, pas au stade. Moi, je ne parle pas du stade. Il y a des gens, tout le monde est le bienvenu. Il y a des gens qui feront des conférences de presse. Et je crois que ce jour-là, vous allez, vos émissions, vous allez consacrer des émissions spéciales pour célébrer cet événement. Il y en a, évidemment, qui seront dans le stade, dans les stades. Et quand nous parlons de stade, Kinshasa, le Congo qui va célébrer, ce n'est pas que Kinshasa. Donc ça va se faire sur l'ensemble du pays finalement. L'alternance dont on rêvait, on l'a vu, on l'a vécu. Et même Joseph Kabila est en train de jouir de l'alternance. Et il comprend finalement qu'il y avait une vie après la présidence. Il est le bienvenu et il doit également célébrer. Alors revenons sur le discours du chef de l'État à Londres. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui opportun de dissoudre l'Assemblée nationale? Parce que le chef de l'État a dit, ne me poussez pas à dissoudre, mais dès lors que la crise s'annonce et puis elle est persistante, je serai poussé à dissoudre. Est-ce que vous, à ce niveau, à cette étape, vous estimez qu'on peut dissoudre l'Assemblée nationale? Mais vous l'avez dit vous-même, vous avez la réponse dans vos questions. Le président dit, ne me poussez pas. C'est-à-dire, il estime que ce n'est pas opportun. Ne me poussez pas. Mais il a quand même constaté. Hein. Mais ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est que la Constitution prévoit à l'article 148 que Félix Tshisekedi a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça ne devait pas... Pourquoi ça doit provoquer des réunions nocturnes chez nos amis et qui sont mécontents? Est-ce que c'est possible? Mais c'est prévu dans la Constitution qu'il a le droit, c'est lui. L'unique personne, contrairement à d'autres régimes où c'est le Premier ministre qui prend l'initiative, dans notre système politique, c'est Félix Tshisekedi qui a le stylo pour dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas deux. Et vous rappelez qu'il a ce droit-là de dissoudre l'Assemblée nationale, ça devrait poser un problème. Parce que c'est le peuple lui-même qui l'a consigné dans la Constitution. Et il est fait quand même d'un commun accord après avoir consulté les deux chambres du Parlement. Ah bon, il devra consulter les deux chambres. C'est un avis obligatoire et pas conforme. C'est-à-dire qu'il est tenu de les demander, mais il n'est pas tenu de le suivre. Je comprends, vous comprenez la nuance. Je comprends. Il y a plusieurs types d'avis. Cet avis-là, on dit, c'est un avis obligatoire, c'est un avis que vous êtes tenu de les demander, mais quand ces gens-là donnent leur avis, vous n'êtes pas tenu de les suivre. Vous leur dites seulement merci beaucoup. Je ferai ce que je peux faire. Il peut ignorer. Il peut ignorer. Et passer directement à l'action. Et passer à l'action. Mais il n'a pas dit que les gens ne dramatisent pas trop. Vous dites que ce n'est pas opportun, mais qu'on ne le pousse pas non plus. Ah, c'est vous qui dites que ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun, mais qu'on ne le pousse pas. Et quand ne crée pas des conditions. Oui. Et quand vous savez, ce serait très dangereux. Oui. Qu'on ne le pousse pas, parce que si l'Assemblée nationale était dissoute, imagine combien de députés du FCC seraient réélus. Ce serait la catastrophe. Ce serait un deuil national au FCC. Combien de députés du FCC, si l'Assemblée était dissoute aujourd'hui, peuvent être réélus par le peuple souverain? Ils seront quand même réélus par la même base, non? Non, mais parce qu'il y a eu des tricheries, il y a eu tant de choses. Aujourd'hui, là... Et vous êtes le produit de la tricherie? Moi, je n'étais pas au pouvoir. Je suis le produit de la transparence dans l'élection. Okay. Donc, il ne faut pas pousser le pays parce que ça risque d'être très dur. Je suis député. Parce que si on décide, je vais aussi perdre le poste de député. Ah. Mais oui. Donc, ça va être trop dur pour nous-mêmes. Si je peux assurer que moi, je serai réélu, je ne peux pas vous dire la même chose pour le Sénat. Et surtout au niveau du FCC, je ne suis pas sûr que vous aurez la majorité qu'ils ont actuellement. Si l'Assemblée était dissoute aujourd'hui, ce serait difficile. Alors, vous avez déploré le travail abattu par la CENI qui a produit aujourd'hui le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la tête du pays. Mais que pensez-vous de ceux qui disent, par exemple, qu'il faut que la CENI soit tenue par le ministère de l'Intérieur?
Que la CENI soit tenue, comment? Soit dirigée par le ministère de l'Intérieur. Non, comment on va le faire? L'organisation des élections, par exemple. Non, là, il faut réviser la Constitution. Parce que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Elle est prévue dans la Constitution. Si vous voulez que la CENI revienne au ministère de l'Intérieur, eh bon, vous devez changer d'abord la Constitution, réviser la Constitution, les articles relatifs. Et je ne vois pas pourquoi, après tout ce qui est arrivé, pourquoi on confierait cela au ministère de l'Intérieur. Mais j'ai toujours dit ceci, c'est un peu comme ce que je disais au sujet de la Constitution. Quand on posait la question, est-ce qu'il ne faut pas changer la Constitution, j'ai dit, voilà, il faut changer les hommes et non pas la Constitution. J'ai toujours dit ceci, quand les catholiques ou les chrétiens ou les musulmans pêchent, ils commettent des péchés comme vous et moi. On ne dit jamais allons détruire, changeons la Bible. Vous n'avez jamais entendu les musulmans dire brûlons le Coran parce que les musulmans pêchent. Même chose pour la CENI. Au lieu de changer d'aller, changer la tête, changer comment la CENI, la tête de la CENI. C'est la même chose. Je crois que la CENI devait rester. Notre peuple a voulu qu'elle soit là-bas comme une institution d'appui à la démocratie. Ce sont les hommes qui ont gaffé. Et la plupart, c'est le FCC lui-même. Parce que c'est le FCC qui dirigeait la CENI directement ou indirectement par des personnes qui se prétendaient être de la société civile, mais dont on sait en réalité que c'était des agents du FCC. Alors, si le chef de l'État parvient à dire aujourd'hui qu'il y a des ministres qui me révèlent des choses, qui disent que nous avons été envoyés, par exemple, on nous fait pression, on nous dit de nuire à votre mandat, mais nous ne voulons pas le faire, et tout ça, ne serait-ce pas un aveu d'impuissance? Non, ce n'est pas un aveu de puissance. Le chef de l'État, c'est le père de la nation. Le garant de bon fonctionnement. Oui. On vient lui dire, monsieur chef, nous voulons bien, mais nous subissons des menaces. Alors, c'est à eux de prendre des responsabilités. Ces ministres-là doivent prendre des responsabilités et expliquer à leurs autorités morales ou immorales, leur expliquer qu'ils sont là comme ministres de la République et pas ministres d'un regroupement politique. C'est ça le problème. Quand on devient ministre, on doit se comporter en homme d'État. Si vous ne voulez pas être un homme d'État, mais restez dans votre parti politique. Si vous acceptez d'être ministre, vous êtes au service du public, de l'État, de la République. Et quand vous êtes au service de la République, vous n'êtes pas tenu par votre parti politique. Prenez le président de la République lui-même. Vous avez entendu combien de fois le président Félix Tshisekedi réunir l'UDPS? Non. Parce qu'il veut respecter la Constitution. La Constitution veut que le président n'ait plus de responsabilités. Des responsabilités. Le président de tout le monde. Des responsabilités actives dans un parti politique. Mais il y a des ministres qui sont encore des autorités morales. C'est inacceptable. Donc il faut vraiment que c'est malheureux. J'espère que les ministres qui ont été interpellés, ils vont comprendre, ignorer. Vous savez, dans un droit, on dit que vous avez le droit d'ignorer un ordre manifestement illégal. Quand on vous donne un ordre qui est manifestement illégal, vous avez le droit de ne pas obtempérer. Et donc ces ministres ne peuvent pas appliquer des ordres qui sont immoraux et qui sont même illégaux et même inconstitutionnels. Alors, professeur André Mbata, vous êtes député national, un animal politique. Nous avons passé quand même beaucoup de temps, on a perdu quand même beaucoup de temps à des querelles, des guéguerres entre les FCC, le cash, tout ça. Et là, c'est la population, le peuple qui est sacrifié. Et pourtant, le régime travaille pour le peuple d'abord. Quel serait selon vous, le mécanisme, un remède pour, ne serait-ce que permettre au chef de l'État d'avancer pour répondre aux desiderata de cette population? Bon, écoutez, je crois qu'il faut dédramatiser. Je crois que nos amis du FCC ont compris. Donc, au lieu de parler de guéguerre, je suis sûr qu'ils ont compris et qu'ils doivent se mettre au service de la République, que les intérêts du peuple viennent avant toute chose. Je suis sûr qu'ils ont compris, donc il faut essayer de dédramatiser. Et je crois qu'ils vont s'inscrire dans cette dynamique-là. Le peuple, je vous ai dit que dans un an, Félix Tshisekedi a réalisé ce que les autres n'ont pas réalisé dans 15 ans. Ça, c'est dans l'intérêt du peuple. On a parlé de l'éducation gratuite, même s'il y a des problèmes. Ouais. Même dans l'éducation. Mais il y a l'éducation gratuite. C'est pour servir le peuple d'abord, ce que les autres ont ignoré pendant 14 ans. C'est dans l'intérêt du peuple qui est la paix à l'est du pays. Au lieu de parler, d'évoquer un discours de balkanisation qui n'a pas de sens actuellement. Et la balkanisation? Non. Il y a des ecclésiastiques qui en parlent, non? Mais je ne sais pas, les ecclésiastiques, tout le monde a... tout le monde a besoin d'être éduqué politiquement. Beaucoup de l'ECC qui en parle. Je vous dis quoi?
Lorsque ce pays était divisé entre le FCC, non, entre le gouvernement Laurent Désiré Kabila, une partie du territoire, le RCD une partie du territoire, le MLC une partie du territoire, mais il n'y a pas eu de balkanisation. Il faut cesser de rêver. C'est à ce moment-là que le pays pouvait imploser. La balkanisation n'a pas eu lieu parce que notre peuple tient à son unité. Donc ça c'est de rêver, il n'y aura pas de balkanisation. Et d'ailleurs aussi, même sur le plan du droit international, je crois que les évêques que vous citez, tout le monde doit prendre du droit. Qui va accepter aujourd'hui qu'on touche aux frontières héritées de la colonisation? Parce que le principe est consacré dans... On ne peut pas que c'est de leur rôle de dénoncer lorsqu'il y a une menace qui guette la population. C'est de bonnes guerres, mais ça n'arrivera pas. Ce sont des bergers. Il ne faut pas dramatiser. Il ne faut pas dramatiser. Le berger ne doit pas inspirer non plus la peur. Vous savez, le respect des frontières héritées de la colonisation, c'est un principe sacro-saint de l'acte constitutif de l'Union africaine. S'il y a des gens qui ne connaissent pas le droit international, ce n'est pas mon affaire. Voilà, nous faisons partie de la communauté internationale. L'un des principes clés là, c'est le respect des principes des frontières héritées de la colonisation. Et les Nations Unies, la charte des Nations Unies protège l'intégrité du territoire. D'où viendra la balkanisation? Quel est ce pays qui va balkaniser? Non. Il faut qu'on connaisse les principes, comment fonctionne la communauté internationale. Évidemment, il faut prêcher, il faut parler, mais il ne faut pas non plus. Ça n'aura pas lieu. Il n'y aura pas, je vois les médias, beaucoup de journalistes, balkanisation, même ceux qui demandent des interviews, prof, parler de la balkanisation. Mais c'est quoi ça? Il n'y aura pas de balkanisation. Il n'y en aura pas. Parce que notre peuple tient à l'unité de son territoire et à la réconciliation nationale. Prof, cette émission est terminée. Votre message à cette base qui vous a suivi, vous avez beaucoup parlé de votre base puisque vous y étiez en vacances parlementaires. Un message. Bon, mon message, c'est que je remercie le peuple de Dimbelengue et du Kasaï dans l'ensemble et toute la nation. Je suis représentant de la nation qui m'a porté pour représenter la nation. Ce que je peux dire, c'est que le président Tshisekedi Félix, il doit servir le peuple d'abord. C'est sa motivation. Il aime le Congo. Il aime le Congo plus que tout autre leader avant lui. Félix Tshisekedi. Parce qu'il se sent, il le souffre, il le porte sur lui, les frustrations des Congolais, il comprend l'impatience que nous avons à vivre dans de meilleures conditions. Mais le président Félix Tshisekedi nous a dit cette année, il doit commencer une deuxième année de mandature qui doit être une année d'action. Il ne peut pas réussir s'il n'a pas le soutien de ce même peuple. Donc pendant que nous lui rappelons tous les jours, Papa Lubaki, le peuple d'abord, il a compris le président Félix Tshisekedi, il a compris profondément. Mais pour réussir à faire des actions en faveur du peuple d'abord, il a besoin du soutien, non pas de quelqu'un d'autre, non pas de la coalition, il n'a même pas besoin d'abord du soutien de Cash ou de l'UDPS, mais le soutien du peuple d'abord. Parce que quand le peuple va le soutenir, il va réaliser, il va continuer, il sera donc renforcé dans sa détermination à servir le peuple d'abord. Donc l'année qui commence, on doit être soudés autour du président de la République pour qu'il réalise sa vision de servir le peuple d'abord. Seul, il ne peut rien faire. Voilà donc mon message. Je remercie donc toute la population et notre peuple a compris aujourd'hui. Parce que vous voyez même les marches qui sont commanditées. Allons marcher même le 17. Comment on peut marcher le jour où on célèbre Félix Tshisekedi à tel point que vous le condamnez à un deuxième mandat? Non, il n'a pas de choix. Félix Tshisekedi n'a pas le choix. C'est la Constitution qui lui donne un deuxième mandat. Donc là, ma base a été catégorique. Et je peux parler en m'adressant, je crois que Félix Tshisekedi, le président de la République, va suivre votre émission. Il n'a pas de choix, monsieur le président. C'est un deuxième mandat en 2023. Et pour cela, nous devons faire le gros du travail, servir le peuple d'abord. Et ça sera votre conclusion, professeur Mbata. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie.